ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matins à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Jasmine. Salut Justine. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Je vais super bien, je vais vraiment très bien. Je suis absolument ravie de te recevoir dans le podcast. Tu es une queen, tu es une reine et j'avais très hâte de te recevoir, d'autant plus que c'est l'épisode aussi de la rentrée. Donc, on va attaquer fort avec un super sujet, une superbe personnalité. Bref, tu as compris, je suis trop heureuse. Moi, je te connais depuis quand même déjà quelques temps, mais peut-être que mes auditeurs et auditrices ne te connaissent pas encore et il va falloir vite remédier à ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, avec grand plaisir. Donc déjà, merci pour ces gentils et doux mots. Moi, c'est Jasmine Twitou. Je suis stratégiste de marque et plus particulièrement spécialisée en copywriting, storytelling et personal branding. Donc, mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les solopreneurs ou pas forcément, même des personnes avec des salariés, des équipes, à déployer des stratégies de marque autour du copywriting, du storytelling et du personal branding pour se démarquer et fidéliser, closer, avoir des stratégies un petit peu différenciantes sur les réseaux sociaux, par email, tout ce qui va demander un petit peu d'écrit, de valeur et de mise en avant. Trop bien. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui. C'est qu'on va parler de storytelling, mais plus particulièrement au niveau de son entreprise. Comment est-ce qu'avec le storytelling, on peut captiver et convertir grâce à son histoire et du coup attirer des clients et développer son entreprise. Tu es prête ? Yes, ouais, tout à fait. Je suis prête. Dans l'idée, je connais les réponses normalement. Trop bien, trop bien. Pas de questions pièges, pas de questions pièges. Tu me rassures. Pour les personnes qui viennent d'arriver, peut-être qu'elles ont besoin qu'on explique brièvement ce qu'est le storytelling. Alors, c'est quoi ta définition ? Alors, j'ai des consoeurs et des confrères qui sont pas forcément d'accord avec moi dans le sens où ils vont faire le distinguo entre storytelling et copywriting. Pour eux, c'est deux matières totalement différentes, alors que pour moi, le storytelling fait partie du copywriting. Dans le sens où le copywriting, c'est de l'écriture de vente, de l'écriture publicitaire pour pousser la personne à passer à l'action. OK. Ça, c'est le copywriting. Et dans le copywriting, souvent, on utilise le storytelling, c'est-à-dire raconter des histoires pour transmettre des émotions, parce qu'on s'est rendu compte, depuis la création de l'humanité, ça passe déjà par les religions, par exemple, où les livres sont des histoires, clairement. On s'est rendu compte que ce qui marchait le plus, c'était pas tant les faits. Si je te donne des chiffres, tu vas beaucoup moins les retenir que si je t'en fais une histoire avec des valeurs, avec une mission. Donc en fait, le storytelling, c'est raconter une histoire pour faire passer des valeurs, pour créer des émotions, et c'est l'émotion qui crée le lien entre toi et ton client et ou prospect. Trop cool. Voilà. Donc, pour moi, le storytelling est une sous-branche du copywriting ayant pour but de raconter des histoires. Trop canon, merci. Fidéliser. Merci. Mais trop bien cette définition, hyper claire. On va du coup rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi le storytelling, c'est un outil puissant pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui cherchent du coup à développer leur business ? Aujourd'hui, à l'ère du digital, on ne peut pas se distinguer par son produit ou son service. Moi, je dis toujours quelque chose qui peut être un petit peu agaçant, mais on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait et on n'est pas les meilleurs.
Il y a toujours meilleur, bon, il y a moins bon aussi, mais il y a toujours meilleur. Si on se base que sur son produit sans mettre en avant sa personnalité, parce qu'en fait, le storytelling, c'est aussi pour mettre en avant sa personnalité. Quoi qu'on pourra discuter, Justine, des différents storytelling, parce que si on n'a pas envie de se mettre en avant, on peut faire du storytelling client, par exemple, ou du storytelling de marque. Mais aujourd'hui, parlons du storytelling personal branding, celui qui est lié à sa personne. Je pense qu'aujourd'hui, il est important parce qu'il nous permet de nous distinguer. Notre produit, notre service, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est triste, mais tout le monde peut le faire, tout le monde peut nous piquer notre idée. Par contre, une personnalité, une histoire, ça va être très, très compliqué à piquer. Aujourd'hui, on voit bien que les entrepreneurs qui réussissent, et là, je pense à Lena Situation, qui maîtrise à fond le storytelling. Si vous regardez ses vidéos, c'est que des histoires. Elle raconte des histoires. Parce que les histoires créent des émotions, parce que les histoires permettent aux personnes d'adhérer à ton propos et aussi de se reconnaître dans ton propos. Bien sûr, le storytelling, ça doit pas être un journal intime, si tu veux. Il faut que lorsque tu parles de toi, tu parles des autres. Et là, je rejoins Rimbaud qui disait « je est un autre », donc J-E. Dans le sens où lorsqu'on parle de soi, on doit parler des autres. Si on parle de soi pour parler de soi, c'est que c'est un échec. Donc en fait, pourquoi c'est performant? C'est tout simplement que tu te distingues par quelque chose qui t'appartient, tu attires des personnes qui sont en accord avec tes valeurs. Donc, c'est quand même un plaisir de travailler avec des personnes qui t'aiment pour ce que tu es, qui te soutiennent pour ce que tu es. Et aussi, et pas des moindres, les personnes qui t'auront choisi pour ton storytelling et pour ton personal branding, donc pour ta marque personnelle, auront tendance à te choisir toi et pas ton produit. C'est-à-dire que si demain, il s'avérait que tu lançais un autre produit un petit peu loin de ce que tu fais, par exemple, Justine, et ben, si tu as des prospects qui ont adhéré à ta personne, à ton histoire, ils pourraient être totalement intéressés par ce produit. Parce que c'est ta personne qui compte et le service. C'est pas tant ce que tu fais que ce que tu es. Voilà. Et je pense qu'en 2023, c'est quelque chose qu'on va plus pouvoir éviter parce que la concurrence est rude et que faire du bon travail ne se suffit plus. Entièrement d'accord avec toi. Tu en as déjà un tout petit peu parlé en évoquant Lena Situation, justement. Est-ce que tu as des exemples concrets de marques, de personnes qui ont utilisé le storytelling avec succès, évidemment, parce qu'on veut de l'inspiration, pour promouvoir leurs produits, leurs services, leurs marques? Ah bah, t'as Lena. Alors, déjà, pour moi, tous les youtubeurs. Okay. C'est-à-dire que tous les youtubeurs, moi, je suis une fan de youtubeurs. Tous les youtubeurs de ma génération, en tout cas, je viens d'avoir 28 ans, ont utilisé le storytelling pour sortir de YouTube. Dans le sens où Lena Situation commence par YouTube et finit avec Hôtel Merfouf. Et il faut voir à quel point ça, c'est un storytelling super léché, de reprendre le nom, en termes de personal branding, on est sur quelque chose de très puissant, de reprendre le nom de quelque chose qu'elle avait mis dans ses vidéos depuis très longtemps pour créer une sorte de connivence, en sachant que ce qui est le plus important dans le storytelling, c'est la cohérence. Si tu écris une fois ton storytelling, ou du moins tu parles une fois de toi, mais qu'ensuite tu n'en reparles plus ou que tu te contredis, tu te mets une balle dans le pied. Réutiliser des histoires, utiliser des références pour ensuite te créer un univers, c'est la meilleure façon de te distinguer et de créer quelque chose d'authentique. Donc ça, Lena a très bien compris. Ensuite, t'as Squeezie, qui à la base est quelqu'un qui faisait des vidéos de jeux vidéo. Aujourd'hui, il organise le RG, je sais plus trop quoi. C'est je peux pas t'aider, je le suis pas du tout. Alors c'est de la Formule 1 où en tous les cas, il organise des choses qui dépassent. Enfin, il a complètement changé maintenant, il fait des vidéos, des traits d'horreur, des vidéos d'horreur, des vidéos où il raconte les pires événements, enfin, où il va aller sur Reddit, etc. Et en fait, pourquoi il arrive à faire ça? C'est parce qu'en fait, les gens ne le suivent plus pour les vidéos YouTube qu'il fait, mais pour la personne qu'il est. Résultat, demain, il pourrait même sortir un album, et t'en as pas mal qui font ça, notamment Mister V. Il pourrait même, il est suivi. Parce qu'en fait, qu'il fasse des vidéos, qu'il fasse de la musique ou qu'il fasse de la danse, les gens adhèrent à sa personne, à son histoire, à ce qu'il représente. Et donc, je vais aussi sur Mister V, qui a sorti une marque de pizza. Alors qu'à la base, c'était pas du tout son truc. Il a lancé des pizzas congelées parce qu'en fait, c'est son histoire, sa personne. Donc là, on est sur un fort personal branding. Comme tu l'auras vu, je fais beaucoup de liens entre personal branding et storytelling. Oui. Parce que pour moi, le personal branding a besoin du storytelling. Tu ne peux pas avoir de marque personnelle si tu n'as pas d'histoire. Et donc voilà. Après, sur des marques un peu plus connues, t'as Respire. Avec
Donc là, t'as une histoire de marque très très forte, même si c'est très intéressant à étudier parce que l'histoire de marque a changé entre-temps. Ok. Pour sortir un petit peu de la marque personnelle et aller plus vers une histoire de marque entreprise, etc. Ok. Quelque chose qui dépasse la créatrice, mais à la base, on était sur une histoire très forte. Oui. Et en fait, l'histoire de la marque Respire, c'est une marque de déodorant clean. Et puis, c'est l'histoire de Justine, une nana comme toi et moi, qui va chez le médecin. Il lui détecte une grosseur sous les selles et elle décide de faire un petit peu un check-up de tout ce qu'elle possède comme cosmétique à la maison. Et elle se rend compte que les déodorants, c'est bourré de merde. Et donc, elle décide de créer son propre déodorant et dans un dernier temps, de le proposer à la vente. Donc là, voilà, on est sur un storytelling assez léché, très bien réussi. T'as une marque qui est très très forte en France en storytelling, c'est Innocent. Où vraiment, les histoires, c'est partout tout le temps. Tu vas sur leur site internet. D'ailleurs, moi, avec mes clientes, on étudie beaucoup Innocent. C'est très intéressant. Je l'avais étudié déjà à la fac. L'histoire fait entièrement partie de leur stratégie de marque. Et il y a même des histoires derrière leurs bouteilles. Donc, à chaque fois que tu achètes une bouteille, tu as accès à une histoire. Donc, ça, c'est pour créer de l'émotion. Ça repose beaucoup sur les émotions très importantes. Alors, la psy en moi dirait que les émotions négatives n'existent pas et qu'elles sont nécessaires, mais la marketeuse en moi dit que quand même les émotions négatives, on évite de les transmettre dans notre stratégie de marque. Et donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup reposer sur l'humour, la bienveillance, et c'est ce que fait Innocent. Et puis, ils le font aussi en pimpant leur petite bouteille avec un petit bonnet par rapport aux luttes sociales, etc. Oui. Justement, à travers les exemples que tu nous as cités et avec les explications que tu nous as données un peu plus en amont, moi, j'ai une question qui me taraude parce que ça donne envie, tout ça. Comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on définit, en fait, justement, les histoires uniques que l'on va partager et qui vont résonner juste parfaitement avec l'audience que l'on cible? Alors déjà, je pense qu'il faut savoir à qui on s'adresse. D'accord ? L'idée, c'est quand même de s'adresser à des personnes qui partagent nos valeurs. Et je dis ça parce qu'en fait, parfois, une histoire peut avoir deux versions. Et alors là, attention, c'est le moment olé olé. Mais je prends souvent l'exemple de quand tu as un date avec quelqu'un. Quand tu le racontes à ta mère et quand tu le racontes à ta meilleure amie, c'est pas la même version. Non, c'est pas la même du tout. mêmes détails. Non. C'est pas les mêmes détails et pourtant c'est la même histoire. Donc bien savoir à qui on s'adresse et aussi quel message on veut faire passer, comment on a envie d'être vu. Est-ce qu'on a envie d'être vu comme la personne open, ouverte d'esprit, qui se manue, ou plutôt avec beaucoup de distance. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Mais comment on trouve ce qu'on aimerait raconter? Alors déjà, il y a le storytelling de marque, entre guillemets, donc c'est-à-dire son storytelling de marque personnelle, celui qui fait l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui, Justine. Et ensuite, il y a ton storytelling de contenu, celui que tu vas inclure dans ton contenu un petit peu tous les jours pour fidéliser, créer des émotions et puis te montrer un peu plus. Pour le storytelling de marque, c'est assez long. Il faut se poser, faire une grosse introspection, se demander qu'est-ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, quelles sont mes valeurs et ma mission. Donc, mes valeurs, c'est qu'est-ce que je défends, le féminisme, l'écologie, l'inclusivité. Voilà. Ma mission, c'est qu'est-ce que j'apporte à la société, qu'est-ce que je veux faire bouger dans la société. D'ailleurs, c'est la chose la plus difficile aussi. Et ma vision, jusqu'à où je veux aller, comment je veux y aller, etc. Et ça demandera forcément de se pencher sur son why interne et why externe. Donc, le why interne, c'est pourquoi je le fais pour moi. Et le why externe, c'est pourquoi je le fais pour les autres. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs se mentent à eux-mêmes sur ça. Et quand tu leur dis pourquoi tu es entrepreneur, ils disent pour aider. Donc, ils disent avoir trouvé le why externe. Très bien. Le truc, c'est que pour aider, c'est pas vrai. Si on voulait juste aider, comme je dis tout le temps, on serait dans le bénévolat. C'est forcément que ça vient aussi chercher quelque chose chez nous. Donc, moi, par exemple, j'avais trouvé mon why interne avant de trouver mon why externe. C'est-à-dire que je savais que je voulais être entrepreneuse pour la liberté, pour l'argent, aussi parce que j'ai une personnalité qui est très, très particulière. Et il y a plein de choses qui passent pas, même si entre-temps, ça s'est calmé, mais il y a quand même plein de choses qui passent pas dans le monde de l'entreprise.
Et donc, j'avais trouvé du sens pour moi, mais pas pour les autres. Mm. Et franchement, c'est trop, trop dur de travailler quand tu as du sens pour toi, mais pas pour les autres, parce qu'en fait, tu pourrais faire tout et n'importe quoi. Vu que, à partir du moment où tu es entrepreneur, tu pourrais faire tout et n'importe quoi. C'est ça. Et donc, j'ai dû beaucoup travailler pour me dire qu'est-ce que tu veux faire pour les autres, comment tu pourrais lier tes valeurs à ta mission. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, si tu t'adresses aux femmes afin de les aider à s'émanciper, parce que, à défaut de pouvoir s'émanciper du capitalisme, on peut peut-être essayer d'être au plus libre possible, c'est-à-dire pas dépendante d'un homme, etc. Et je me suis dit, bah voilà, là, ça a trop de sens, en fait. Si tu arrives à faire preuve d'inclusivité, si tu arrives à aider des meufs à prendre de la place dans la société, et ben là, tu pourras te coucher en disant, j'ai fait quelque chose de trop cool. Tu vois. Et donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai trouvé mon why externe. C'est quoi la différence? Excuse-moi, je te coupe, mais sur le why externe et la mission? Eh ben moi, je dis que c'est la même chose. Oui, ok. En fait, donc ouais, moi, je dis toujours que le why externe, c'est la mission et que le why interne, c'est la vision. Yep, ok. Je sais pas si tout le monde aurait ma définition. En tous les cas, quand j'étais prof à la fac, c'est ce que je leur apprenais. Donc, j'estime que j'ai le droit. Ça a été validé par ta classe, c'est bon. Voilà, c'est ça. Ils étaient en master 2, donc ça va. Ça veut dire que... oui, pour moi, c'est la même chose. Donc, en fait, voilà, se poser la question un petit peu de quel est mon why interne, quel est mon why externe, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, quelles sont les grosses étapes. Ça, c'est le plus dur parce que la plupart de mes clientes vont me faire des listes à rallonge et ensuite, bah, c'est un travail de synthèse, de savoir, en vrai, ok, cette rencontre, elle était importante, mais est-ce que tu es sûr que c'est pas cette rencontre qui a tout changé? Donc voilà, on va se poser des questions comme ça un petit peu percutantes. Ensuite, on va faire le tri entre ce qu'on est prête à raconter et ce qu'on n'est pas prête à raconter. Puis dans un second temps, bah, on va commencer à rédiger en respectant une trame narrative. Ok. Waouh, c'est une fucking masterclass que tu viens de nous délivrer là. Ouais, je sais. Je sais pas faire de rétention d'informations. Je te jure que parfois, à un moment, j'avais arrêté les appels découvertes parce que c'était un coaching d'une heure. Tu refaisais le business de la personne en direct, quoi. Ok, d'accord, je comprends. Justement, avec ce que tu viens de nous partager, moi, ça me fait quand même un peu questionner sur comment est-ce qu'on peut maintenir une certaine authenticité en utilisant le storytelling, parce que quand même, on travaille son storytelling pour que ça puisse, comme on l'a dit, être impactant, captivant, que ça résonne juste, etc., sans passer justement par le sentiment drama ou bullshit de l'histoire. On a pu voir, alors peut-être que ça se fait un peu moins maintenant, mais tu sais, il y avait sans doute au moment où le monde entier s'est dit « Hey, on va remettre du storytelling au goût du jour », tu te tapais des pages de vente ou des mails dans le drama, dans le truc, et c'était pas hyper bien utilisé, et du coup, il y a un peu une overdose de ils sont saoulants avec leurs histoires, tu vois, genre c'est bon, ça va. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut l'utiliser tout en étant authentique, juste, sans tomber dans le drama et le bullshit comme on a pu le voir avant? Je pense que même si tu racontes mot pour mot ce qui s'est passé sans mentir, alors là je rejoindrai un de mes profs de littérature, à partir du moment où tu fais passer la réalité de ce que tu as vécu à une autre réalité, c'est-à-dire tu le racontes à quelqu'un ou tu l'écris. Donc à partir du moment où tu fais ça, tu le fictionnalises, c'est-à-dire tu rajoutes de la fiction. Mais rajouter de la fiction ne veut pas dire rajouter du pathos. Et là, ce que tu dis, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le storytelling, mais aussi dans le marketing tout court. Et je suis obligée d'avoir une pensée à ce moment-là pour Florine Legros qui à chaque fois nous disait mais putain arrêtez avec votre marketing bullshit parce que franchement moi je n'en peux plus et moi aussi je n'en peux plus. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le storytelling mais dans le marketing toujours aussi quelque chose qui va grossir les traits. C'est important à l'écrit de grossir le trait parce que le message ne passe pas comme à l'oral et on a besoin un petit peu de marquer les émotions. Et donc là pour pas tomber dans ce dont tu viens de parler Justine, c'est-à-dire le pathétique en fait. Quelque chose où on en fait des tonnes. En fait, il faut juste se baser sur ce qu'un grand penseur a fait avant moi, c'est-à-dire Aristote, quand il a théorisé la rhétorique. Quand il a théorisé la rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler, l'art de convaincre, il a dit qu'il fallait 3 choses. Le pathos, donc le côté émotion. Voilà, donc tu as bien raison. Donc c'est le côté un petit peu storytelling, voilà, où on va se mettre en avant. Logos, la raison, tu vois. Donc là, c'est vraiment la raison, c'est les faits. Et l'éthos, la personne avec ce qu'elle impose en tant que personne. OK ? Quand tu respectes pas correctement ces 3 points, tu vas ou tomber dans la raison, donc les faits, et donc il y aura moins d'émotions, ou tomber dans l'éthos, tu vas parler de je, et donc il y aura moins d'émotions parce qu'elles sont que liées à toi et aussi moins de faits, ou tu vas tomber dans le pathos et tu vas juste nous donner envie de vomir
Je suis désolée. Ou chialer. Moi, j'ai du temps, exactement. Ou chialer, mais pas chialer correctement, tu vois. Moi, le pathos, à chaque fois, je dis à mes clientes, quand tu as envie de coucher avec quelqu'un, faut pas que la personne sache que tu as envie de coucher avec quelqu'un. Avec elle, pardon. Parce qu'en fait, quand tu meurs d'envie, quand t'en fais des tonnes, bah, c'est repoussant. Et c'est triste, hein, je suis désolée, j'aimerais dire que ce soit pas le cas, mais c'est la vérité. Ce qui est sexy, c'est la retenue. Et donc, en fait, t'as raison, pour moi, la seule chose que je peux dire, c'est que pour rester authentique, il faut respecter ces 3 points, en fait, tout simplement. Et faut pas en faire des tonnes, faut pas extrapoler les choses. Il suffit d'utiliser les bons adjectifs au bon moment sans utiliser forcément des gros superlatifs, c'est-à-dire des adjectifs plus, pour créer la bonne émotion. Et aussi, il faut pas mentir, en fait, tout simplement. Les marketeurs, normalement, ne sont pas des menteurs. Si dans ton histoire, tu te rends compte que tu pipeaux, c'est que ton histoire, elle est mal tournée, que tu sais pas comment la mettre en avant. Mais le storytelling, c'est pas du mensonge. La question ne devrait pas se poser. Si ton histoire sonne faux, c'est que tu n'as pas respecté l'un des points. Et peut-être qu'il faut que tu enlèves un petit peu de pathos et que tu rajoutes un tout petit peu de logos, c'est-à-dire un peu plus de raison. Via ces 3 points que tu viens d'aborder, il est possible, même si on utilise bien ces 3 points, même si on a bien construit son histoire, même si on est bien dans ses baskets, qu'il puisse y avoir des haters. Comment est-ce qu'on gère les retours négatifs ou les critiques lorsque l'on commence à raconter son histoire, même si elle est construite, mais il n'empêche qu'on raconte son histoire, on ouvre quand même une porte. Comment est-ce qu'on gère ça, du coup, dans sa communication d'entreprise? Alors, communication d'entreprise avec une grosse équipe, je dirais qu'il faut appeler le service de com d'urgence, de com de crise, exactement, si ça prend trop de grosse ampleur. C'est qu'en vrai, les personnes qui te critiquent ne te connaissent pas, ne savent pas qui tu es, et que tu ne pourras jamais, mais vraiment matériellement, tu ne pourras jamais mettre d'accord tout le monde. C'est-à-dire que même les personnes les plus gentilles, même les personnes les plus douces, ne peuvent pas mettre d'accord tout le monde. Et qu'en fait, la mauvaise gestion des haters, entre guillemets, sauf si tu me dis, voilà, c'est une com de crise sur une grosse marque qui a fait une connerie avec un storytelling totalement fucked up, voilà. Mais la mauvaise gestion des haters pour les solopreneurs ou les freelances, en fait, c'est juste un problème d'ego. Qui peut faire très mal, hein. D'ailleurs, moi aussi, ça me fait très mal. Mais en fait, c'est juste, ça vient taper dans un truc qui est qu'on a envie d'être aimé par tout le monde, qu'on a envie d'être compris par tout le monde, qu'on a envie d'être validé par tout le monde. Et moi, alors tu le sais, mais moi, j'ai fait pas mal de psychothérapie, etc. Et un truc que mon psychologue m'a encore répété, c'est à partir du moment où tu as dit des choses, à partir du moment où tu as fait passer ton message ne t'appartient plus. En fait, il quitte ta réalité. Il vient rentrer dans celle de l'autre. Donc, pour peu qu'il n'ait pas eu la même vie que toi, eh ben, il n'aura pas le même avis que toi. Et en fait, à partir du moment où tu auras capté que ce que la personne dit sur toi ne dit rien de toi, mais dit tout d'elle, tu auras compris qu'en fait, ça doit juste pas te toucher. Et moi, la gestion des haters, alors au début, c'est dur, surtout quand on n'en a jamais eu. Mais je pense que tout simplement, moi, je supprime et je bloque. Honnêtement, je supprime et je bloque. Et si ça peut vous faire du bien, j'avais une cliente qui faisait un mur du love. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle recevait des messages positifs, elle les mettait sur une page Notion. Et quand elle recevait des messages négatifs ou quand elle avait un moment de down, et ben elle regardait ce mur du love. Et en fait, je pense juste que le cerveau, il a un biais négatif. Enfin, c'est pas je le pense, hein, c'est la science qui l'a prouvé. Le cerveau a un biais négatif. Pour peu que tu aies reçu une critique et 10 compliments, tu vas me parler de la critique. C'est ça. Et ça, c'est un problème d'ego. C'est un problème parce que tu as envie qu'on te comprenne, qu'on t'aime. Mais en fait, non. Les gens n'ont pas pour but de t'aimer, de te comprendre, de te soutenir. Les gens ont pour but de penser, d'être différents de toi. Donc, à partir du moment où, quand toi, tu donnes ton message, quand toi, tu donnes ton histoire, tu dis qu'elle t'appartient plus, qu'elle a été donnée, qu'elle se quitte ta réalité pour rencontrer celle de l'autre, eh ben, tu comprends qu'en fait, rien à foutre, en fait, de ce que l'autre pense, parce que ça dit rien de toi. Mais si tu sens que la critique est injuste, si au fond de toi, tu sens que t'es aligné, bats les couilles, en fait. Clairement, bats les couilles. Et je pense que les premiers haters sont difficiles, mais après, tu prends vachement le pli. Tu les supprimes, tu les bloques et tu te rends compte que finalement, ça fait rien du tout. Trop bien. Merci Jasmine. C'était un rappel qui fait du bien, vraiment. Ça remet les colonnes sur la table, ça fait du bien. On va aller encore un peu plus dans le dur parce que maintenant on a fait un grand plan large, on a vu quelques points. Maintenant, clairement, attention. Quelles sont les étapes essentielles pour créer une histoire qui est convaincante, de la conception à la mise en œuvre? Bim, je te pose ça là. Alors,
outre tout ce que je t'avais raconté, c'est-à-dire l'étude de son persona, faire une introspection sur sa vie, choisir ce qu'on va mettre au centre de sa réussite, enfin, ou du moins au centre de la personne qu'on est, ses valeurs, sa mission, sa vision. Alors, à partir du moment où on a ça, donc à partir du moment où on a posé ça sur papier, qu'on sait un peu plus où on veut aller, ce qu'on va essayer de faire, c'est respecter une trame narrative. Donc, c'est une trame narrative que tu peux aussi retrouver dans certains romans, hein. C'est la basique. Donc, c'est la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Ok. Donc, la plupart du temps, parfois les gens ont du mal ils me disent mais non, moi j'ai rien vécu, je te jure Jasmine, j'ai pas d'élément déclencheur, j'ai pas de péripéties. Et je me rappelle au début de ma carrière, j'ai 28 ans, tu sais, j'avais rencontré une nana qui m'avait dit ça et on avait fait une petite introspection et donc elle était dans le graphisme et tout ça. Et en fait, on s'était rendu compte, et elle et moi, quand elle était au lycée, la conseillère d'orientation lui avait dit mais tu mangeras des pommes de terre toute ta vie si tu fais du dessin, etc. Et quand je me raconte ça, je fais mais c'est ça. Enfin, oui, ok, il y a personne qui t'a frappé dans ta vie, tes parents ils étaient super gentils, tout ce que tu veux, mais là, tu vois, c'est bien un élément déclencheur qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Cette nana t'a dit que tu pouvais pas, t'as insisté, donc les péripéties, c'est que tu t'es quand même lancé, t'as réussi, aujourd'hui tu vis de ça. Et donc en fait, parfois, l'élément déclencheur et les péripéties, c'est des choses qu'on a tellement vécues, qui font tellement partie de nous qu'on se rend pas compte que effectivement elles nous ont challengés à un moment de notre vie. Et d'ailleurs, j'avais bien aimé parce qu'avec cette nana, on avait travaillé le storytelling et la situation finale, c'était quelque chose du genre aujourd'hui, je mange des pommes de terre, mais pas parce que j'ai pas de fric, mais parce que j'adore ça. Yes. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut respecter. Et l'idée aussi, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que moi, ce que j'aime dans les romans, c'est quand ça fait une boucle. Ok, c'est quand l'incipit répond à l'excipit et que l'excipit répond à l'incipit. Donc, les premières pages répondent aux dernières pages pour les personnes qui voient pas de quoi je parle. Et moi, j'aime bien dans les storytelling de marque, lorsqu'en fait, le problème que tu as eu, donc l'élément déclencheur que tu as eu, et ben en fait, il trouve sa solution dans ta situation finale. Ça peut être en fait tous les bons storytelling, c'est-à-dire que pour les coachs par exemple carrière, après tu vas pas mentir hein, si c'est pas le cas, hein, mais tu peux toujours trouver une boucle. Tu peux toujours la trouver, même si tu n'en as pas confiance. Mais par exemple, les coachs carrière, toute ma vie, j'ai jamais su ce que je voulais faire, etc. Péripéties. Puis ensuite, situation finale. Aujourd'hui, j'aide les femmes à trouver ce qu'elles veulent faire. Donc, en plus, ça crée un petit peu aussi de la légitimité parce que tu es passé par là. Bien sûr. Donc ça, c'est comment on va rédiger le storytelling. Là, je parle de rédaction, sachant que le storytelling, tu peux totalement l'utiliser dans des TikTok, dans des réels, etc. Donc ça peut totalement, à partir du moment où tu as ton texte et ta trame, tu peux totalement faire un TikTok réel en voix off, par exemple. Et ensuite, dans la mise en application, l'idée, c'est premièrement peut-être de l'afficher dans une story à la une pour qu'on sache qui tu es. Ensuite, aussi de l'afficher dans ton site internet, page à propos. Et ensuite, de le distiller par-ci, par-là. C'est-à-dire que dans ton storytelling de marque, si tu le relis, tu verras que tu as 100 autres histoires. C'est-à-dire que là, quand tu passes vite fait en disant à cette époque, on m'a dit ça. En fait, oui, on t'a dit ça, mais on t'a dit d'autres choses, et puis ça a déclenché quoi chez toi, et puis cette émotion, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est la mise en application. Le conseil le plus important, selon moi, c'est de pas le mettre une fois de mettre une fois ton storytelling sur ta page à propos et en story à la une, c'est ensuite de le distiller dans ta vie de tous les jours. Donc, si tu as des rappels de ton histoire, etc. Ou de raconter d'autres histoires. C'est-à-dire que parfois, les gens me disent « mais j'ai rien à raconter ». Mais moi, je vous demande pas moi, je vous ai déjà dit, moi, je veux « je est un autre ». Ça veut dire que je veux pas que tu me racontes l'histoire de Georges Clooney. Je veux que tu me racontes une histoire où tout le monde peut adhérer, tout le monde peut se sentir concerné. Donc, tout le monde n'a rien à raconter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as forcément quelque chose à raconter. À partir du moment où tu es encore vivant, tu as quelque chose à raconter, d'accord ? Même si tu es toute seule enfermée dans une pièce, tu as quelque chose à raconter parce que tu as encore la capacité de penser. Il suffit juste de sortir, d'être un petit peu connecté au monde extérieur, de voir un petit peu. Moi, je suis fan des storytelling qui font le pont entre ton expertise et ton histoire perso. C'est-à-dire que tu sors dehors, par exemple, je sais pas, t'es graphiste ou t'es CM ou même t'es copywriter, donc tu regardes un petit peu les publicités. Ah ouais, là, j'ai fait les courses, j'ai vu ça, ça m'a rappelé ça dans mon travail. Donc, tu mets une partie de toi. Donc là, grosse exclusivité, ce que je suis en train de te dire. Donc, tu mets une partie de toi pour aller vers ton expertise. Oui. Donc, je sais pas si tu connais Tofu, Bofu, Bofu. Bien sûr que si.
Donc là, on est sur vraiment des posts mots fous, mais qualitatifs de ouf, tu vois. Pour Tu vas faire rappel, c'est le milieu du tunnel. Exactement. Tu vas faire vraiment le pont entre le tofu, donc très loin, top, et puis le bottom, où là, ça va être un peu plus dur d'attirer aussi. C'est là que tu vas plus closer parce que c'est très spécialisé. Et quand tu es sur des middle comme ça, mais des middle qui font le pont entre toi et ton expertise, tu es sur des middle très, très qualitatifs. Donc voilà, le storytelling, outre cette trame narrative et tout ça, c'est aussi prendre conscience que les histoires, c'est partout tout le temps. À partir du moment où tu as tiré une morale, à partir du moment où tu as reçu une émotion, où tu as ressenti quelque chose, tu peux le transmettre. Mais est-ce qu'on risque pas justement de saouler les gens? Genre les gens qui sont là depuis quelques temps et qui nous entendent radoter. Enfin, c'est sans fin en fait. Non, mais tu radotes pas. C'est pas possible que tu radotes. Okay. Alors déjà, il y a une chose... La seule personne que tu peux saouler, entre guillemets, c'est toi. Et si tu te saoules, arrête, tout simplement. Voilà. Okay. Dans le sens où moi, je suis trop désolée de dire ça parfois à mes clientes, mais déjà, il faudrait que les gens aient vu 7 fois la même chose, sans rappeler sur Internet. Et aussi, pour peu que toi, tu aies l'impression que tout le monde l'a vu, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. C'est vraiment un biais personnel. C'est vraiment un biais de croire que tu vas saouler qui que ce soit. Ensuite, tu n'es pas censé radoter. Normalement, tu as toujours des nouvelles choses à raconter. Moi, par exemple, je parle de féminisme. Je parle aussi de lutte LGBT. Je raconte pas la même histoire. Je prends la même finalité, la même morale, oui, effectivement, c'est d'aller vers des meilleurs droits sociaux, etc. Mais il y a plein de choses dans la vie de tous les jours que je vis et je me dis, putain, mais c'est pas possible. Tu vois, il y a même des livres que je lis. Il y a des créateurs de contenu que je rejoins et qui disent que pour créer du bon contenu, il faut en consommer. Et c'est vrai. Totalement d'accord. Il y a des films que je lis, non. Il y a des livres que je lis. Ouais, je sais. La meuf est balèze. Je lis entre les lignes du réalisateur, de Spielberg. C'est ça. Non, mais il y a des films que je lis. Putain Tu pourras en faire un best-of. Il y a des films que je vois, il y a des livres que je lis, des podcasts que j'écoute qui viennent nourrir mes valeurs, qui viennent nourrir mes idées de storytelling. Donc certes, c'est pas mon storytelling personnel parce que c'est pas forcément pour parler de moi, mais je pars de faits que je vis tous les jours pour en créer des histoires et en créant des histoires, en faire des histoires, pardon, et en créant ces histoires, je fais passer une émotion et je fais passer et je crée un lien privilégié avec mon audience en créant des émotions. Ok. Waouh. Ça fait du taf. Mais alors, du coup, si toi, à chaque fois, t'es nourri de choses que tu lis, regardes, écoutes, je sais pas, vois comme ça, juste en un seul coup d'œil dans la rue, tu les captures où, toutes tes histoires? Genre, tu te fais des vocaux? Tu gères ça comment? Moi, j'ai un espace Notion où je me mets des notes et que j'ai téléchargé sur mon iPhone. Donc oui, en vrai de vrai, tous les créateurs de contenu te diraient de capturer chaque idée, même si tu les exploites pas tout de suite, même si t'es pas sûr, ça reste dans un stock. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, putain, parfois les meilleures idées qu'on a, c'est dans des endroits, non mais sérieux. Improbable. Ou sous la douche, t'as souvent ça, mais le pire, je sais pas si tu l'as ça, c'est quand tu commences à t'endormir et que t'as une putain d'idée. Mais vraiment, t'es à ça de t'endormir, quoi. Et à chaque fois, je me dis, je l'écrirai demain. Et à chaque fois, j'y arrive pas. Donc en fait, je vous conseille dans ces moments-là. Bon, après, pour peu que tu te réveilles le matin et en fait, c'était éclaté, hein. Mais quand même, je conseille d'avoir son petit téléphone à portée de main et de se dire, ouais, attends, ça, c'est une bonne idée. Donc oui, effectivement, à chaque fois que je vis quelque chose d'important, je le note, ouais. Est-ce que tu as un conseil ultime à nous partager aujourd'hui, justement pour mettre ça en place, ou corriger, ou ajuster, et qui fait sa meilleure vie, son meilleur bise avec un super storytelling? Alors, peut-être 2, parce que je suis généreuse. Déjà, vérifier que lorsque tu parles de toi, tu parles pas que de toi. C'est un échec. Vérifier que les gens peuvent adhérer, peuvent comprendre ton propos et peuvent se mettre à ta place. Et aussi, tout simplement, et je pense qu'en fait, c'est un conseil à super haute valeur ajoutée, même si ça a l'air ridicule, vérifier que la situation finale de ton storytelling, c'est la promesse que tu offres. Si c'est ça, c'est que normalement, tu es sur la bonne voie. Canon. Trop de générosité. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Et évidemment, s'il y en a une, il va falloir y répondre, Jasmine. C'est pas une question piège, hein? Ouais, j'étais en mode, est-ce que je dois dire une connerie? Non, je crois pas. Non, tout est clair, tout est bien. Je crois que t'as été très... Parfaite. Ouais, t'as été parfaite, mais
Ouais. Juste que les gens retiennent que le storytelling, c'est pas une fois et puis après je le mets dans un carton, quoi. Ça fait vraiment partie d'une stratégie de contenu. C'est même un pilier de contenu. Voilà. Donc, ne pas oublier de le mettre dans ses piliers de contenu, quoi. Mais sinon, non, je crois que t'as été, cherche le mot. T'as été exhaustive. Même si c'est dur de l'être. Non, canon. Mais c'était bien aussi de rappeler qu'effectivement, le storytelling, c'est réellement un outil qu'il ne faut pas oublier dans sa création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ses pages de vente, comme tu l'as dit, les Reels, les TikTok, peu importe, dans son podcast, dans ses newsletters, bref, de partout, à assaisonner correctement, avec plus ou moins de modération en fonction du sujet, en fonction de l'objectif aussi. Parfois, ça peut être beaucoup plus développé, beaucoup plus, entre guillemets, lourd, comme des fois, c'est juste, voilà, comme le poivre ou le basilic que l'on met dans sa salade. Avec parcimonie et justesse, juste parce que voilà, ça relève un peu et ça donne un peu plus de goût, ça donne un peu plus envie. Trop de métaphores culinaires là. Ouais, ça donne envie de manger. Mais toi, en plus, je vais faire les courses après notre. Tu m'as rappelé plein de choses là. Basilic. Ouais, j'adore ça. C'est notre côté italien, ça. Mais effectivement, t'as raison. Et puis aussi, moi, parfois, je me dis juste, si t'arrives à faire du 25-75, donc 25 storytelling, 75 plus technique, c'est déjà pas mal. Et puis si tu fais 50-50, c'est très très bien. Le 50-50, c'est plus quand déjà tu as commencé à te distinguer grâce à ton travail. Okay. Là, tu peux plus parler de toi. Si au début, tu es mal à l'aise pour parler de toi, tu peux commencer à déjà bien 75%, tu montres tout ce que tu sais faire. Et puis 25%, où tu vas un peu plus parler de toi, de la personne que tu es et de la personne et de ce qui a fait que tu en es où tu en es. Là aujourd'hui. Une dernière pour la route. Si on veut travailler avec toi, on va où? On fait quoi? On te joint où? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, le plus facile, je dirais que c'est Instagram. Tu peux toujours essayer. Enfin, tu peux toujours essayer de ça, la dada. Tu peux toujours essayer de me contacter autrement. C'est Instagram. C'est juste que sur LinkedIn, normalement, tout le monde peut m'écrire. Mais je crois que je vais enlever l'option. J'ai trop de mecs relous qui m'écrivent, j'en peux plus. Donc, faut pas hésiter sur Instagram. C'est Jasmine écrit avec un seul E qui fait la liaison entre le Jasmine et le verbe écrire, quoi. Et avec un tiret du bas. Comment on appelle ça, les tirets du bas Underscore. Ouais, c'est ça. En bonne geek. en bon geek. Donc voilà, Jasmine écrit avec un E qui fait le lien, underscore. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est la dada trop fière. J'ai pris une deuxième puce et j'ai mis WhatsApp Pro. Donc sur Instagram, vous pouvez directement, si vous voulez pas passer par les messages et passer directement par une conversation plus privilégiée, vous pouvez directement m'écrire sur WhatsApp. Et là, mes façons de travailler, il y a du coaching one-one. J'en prends très, très peu. J'en prends 2 ou 3 par an. Voilà, parce que quand je prends du coaching, je prends qu'une personne par une personne et ça dure entre 2 et 3 mois. Donc, il y a du coaching one-one. Il y a la BBO, forcément. Oui. Donc, ça, c'est mon bootcamp pour apprendre le storytelling pour soi et pour ses clients. C'est-à-dire si on veut aussi devenir storyteller. Donc, ça marche aussi très bien pour les nanas qui font, par exemple, du CM, de la rédaction web, etc. Ou les nanas qui veulent aussi l'utiliser dans leur communication. Et ça commencera, je crois que ça commence le 11 septembre. OK. Quelque chose comme ça. Et ça dure 2 mois. Là aussi, vous pouvez avoir des informations. Il suffit de m'écrire. Et puis, c'est tout. Il y a une petite masterclass sur la santé mentale, mais c'est encore autre chose. Voilà. Trop bien. Merci Jasmine. De toute façon, tous tes meilleurs liens seront en description de cet épisode. Ton compte Instagram, la BBO et puis la masterclass. Et au moment où l'épisode sort, la masterclass est dispo, elle sera bien évidemment présente. J'ai passé un trop bon moment avec toi. C'était trop bien. Un épisode full valeur, sans rétention d'informations. C'est clair. Vraiment, merci. Trop canon. Tu as éclairé ma journée. Il fait déjà bien soleil, mais tu vois, c'est grand max. Là, tu vois, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Merci pour l'invitation. Et je fais des gros bisous à tous tes auditeurs, auditrices. Oui. Tu reviens évidemment quand tu veux. Tu connais le chemin de chez moi. Et donc, du coup, on pourra se refaire ça pour une nouvelle actu, une nouvelle envie. Je suis toute oui. À très bientôt, Jasmine. Bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur.
Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveille ton bise. Ciao, ciao!